Chers élèves de 4e, bonjour. Alors, je vais vous proposer une série de vidéos concernant donc, le cours sur l'Europe industrielle que vous avez déjà recopié il y a déjà quelques temps de ça. Je précise que j'ai pas eu encore trop la possibilité de m'occuper de vous parce que je devais donner la priorité jusqu'à présent aux 6e et 5e qui ont commencé à reprendre les cours en présentiel. Mais je vous oublie pas. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va approfondir certaines notions qui sont évoquées dans ce cours. Donc je vais passer le cours en revue comme d'habitude. Je vais beaucoup insister sur certaines définitions. En particulier, je vais commencer par d'abord le principe industriel qui est important puisque c'est un petit peu le sujet clé de ce cours. Alors d'abord, je vais faire une petite présentation de l'importance de cette Europe industrielle, de ce qu'on a appelé la révolution industrielle en fait. Pourquoi est-ce qu'on parle de révolution? On parle de révolution parce qu'il y a un énorme changement qui se produit. C'est un bouleversement considérable dans le cours de l'humanité qui commence à la fin du XVIIIe siècle et qui va s'intensifier beaucoup au XIXe siècle et qui va littéralement exploser au XXe siècle. C'est ce qu'on appelle l'ère industrielle. Il est d'ailleurs fort possible que dans le futur, les historiens, lorsqu'ils se pencheront sur la période que nous avons vécue, l'appellent l'époque industrielle comme il y a eu autrefois l'époque moderne, le Moyen-Âge ou l'Antiquité. Ce qui caractérise vraiment les 200 dernières années, c'est l'entrée dans l'âge industriel. Alors ce qu'on appelle l'industrie, c'est un concept qui mérite qu'on s'arrête dessus. Ce qu'on appelle l'industrie, c'est le fait de fabriquer ou de produire en très grande quantité et de manière standardisée, c'est-à-dire que les produits qui sont fabriqués sont tous faits de la même façon. Il n'y a pas de pièces uniques ou sur mesure, on est dans une production de masse. Alors, pour comprendre ce principe industriel, et une notion importante qui est associée à ce principe industriel, qui est la notion de productivité, je vais prendre un exemple très simple. C'est quelque chose qu'on n'a plus le droit de faire en tant qu'enseignant, mais qui se faisait autrefois, qui consistait à faire recopier des lignes aux élèves qui avaient fait une bêtise en guise de punition. Par exemple, je ne bavarderai plus en cours d'histoire géo avec M. Varagnac, copiez-la moi 150 fois. Aujourd'hui, ça se pratique plus du tout, mais à une certaine époque, ça se faisait. Ce qui se passait généralement, c'est que les élèves qui avaient donc l'obligation de copier ces lignes. Au début, recopier chaque phrase de manière très classique, c'est-à-dire qu'ils écrivaient une première phrase, puis une deuxième phrase, puis une troisième phrase, et puis assez rapidement, en cours de route, ils finissaient par s'apercevoir que quand même c'était assez contraignant, assez ennuyeux, assez fatigant. Et donc en cours de route, ils changeaient de méthode le plus souvent et se mettaient en fait à écrire je, ne parlerai plus ou bavarderai plus, etc. etc. Donc une approche en fait qui est une forme de recherche de productivité. Pourquoi? Parce que en procédant de cette manière-là, l'élève gagne du temps dans son travail de recopiage, et il gagne du temps parce que il n'est plus obligé de rédiger des phrases complexes, il n'est plus obligé d'assembler les mots, il se contente en fait de débiter un seul et même mot, puis ensuite un autre seul et même mot, ce qui lui permet de ne pas être obligé de trop réfléchir quand il le fait, et donc finalement de fonctionner de manière assez automatisée, presque comme un robot. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler le principe industriel, et ce principe industriel donc il s'accompagne donc d'une recherche de productivité, c'est-à-dire donc la capacité à produire au maximum en fonction des moyens dont on dispose. Alors ce qu'on appelle le résultat de cette productivité, ça s'appelle les rendements. On aura l'occasion de voir que cette notion de rendement et de productivité et d'industrialisation, elle s'applique absolument à tous les domaines de l'économie. Alors classiquement la fabrication de produits dits manufacturés, c'est-à-dire des objets, mais on peut aussi étendre le principe à l'agriculture qui va commencer à s'industrialiser à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et on peut même étendre cette observation absolument à tous les domaines économiques, y compris ceux qui ne consistent pas en la fabrication automatique d'objets ou de produits, mais aussi de services
C'est le cas par exemple dans le tourisme, c'est le cas dans l'industrie du divertissement, comme le cinéma par exemple, la télévision, etc. etc. Cette recherche donc d'industrialisation, c'est le grand phénomène donc, des 150 ou 200 dernières années. C'est la raison pour laquelle on parle de révolution industrielle. Il se trouve que cette révolution, elle s'est d'abord mise en place essentiellement dans le monde occidental et plus particulièrement en Europe. Ce qui se passe au XIXe siècle, notamment en Europe, c'est qu'il y a un bouleversement qui est à la fois technique et politique et économique. Bon, il y a d'abord un bouleversement technique qu'on a eu l'occasion d'évoquer lorsqu'on a abordé la question du siècle des Lumières. On a pu voir qu'à partir du XVIIIe siècle notamment, il y a une place de plus en plus importante qui est accordée à la science et aux techniques. L'ouvrage L'Encyclopédie en est une assez belle illustration. Donc tout cela a tendance à stimuler l'imagination, la créativité, et on voit fleurir un petit peu partout, en Angleterre, en Allemagne ou en France notamment, des individus qui généralement le font par passion et qui commencent à effectuer des expériences, qui commencent à faire des recherches, qui essayent de trouver des inventions techniques qui seraient susceptibles de bouleverser et d'améliorer considérablement la vie quotidienne des gens. Et au rang de ces inventions majeures, il y a bien évidemment une invention qui mérite d'être mentionnée tout de suite, qui est la machine à vapeur. Le principe de machine à vapeur, il n'est pas si nouveau que ça, il existe depuis l'Antiquité. Certains scientifiques de l'Antiquité grecque notamment avaient commencé déjà à mettre au point des machines à vapeur, donc des machines qui utilisent l'énergie de la vapeur selon un principe extrêmement simple qui repose sur d'abord l'utilisation d'un combustible qui est le charbon, qui est du bois fossilisé, qu'on fait brûler à très très forte température. Cette très forte température fait s'évaporer l'eau qui se trouve dans la machine, et l'évaporation de cette eau crée un mouvement, crée une dynamique, crée une énergie qui permet de mettre en mouvement tous les autres rouages de la machine. Donc en fait, là on est en train de basculer dans quelque chose de radicalement nouveau, parce que jusqu'alors, pour créer du mouvement, notamment sur des véhicules, il n'y avait pas 40 000 solutions. Grosso modo, ça faisait pratiquement des milliers d'années qu'on fonctionnait encore à peu près sur le même modèle. C'est-à-dire qu'on utilisait en fait essentiellement la traction humaine ou animale pour faire avancer ou pour tirer par exemple une charrette ou un carrosse. On utilisait aussi également la force des éléments naturels, par exemple les bateaux à voile qui utilisaient la force du vent. Et grosso modo, donc ça signifie que en fait, on n'avait pratiquement pas évolué, on n'avait pratiquement pas progressé dans ce domaine depuis très très longtemps. Il y avait une stagnation qui était constatée depuis l'Antiquité et qui va être brutalement interrompue à partir du XVIIIe et surtout du XIXe siècle. Donc cette invention de la machine à vapeur va trouver de très très nombreuses applications. Alors dans le cours que je vous ai transmis, vous avez pu remarquer qu'il y a une illustration qui est en fait ce qu'on appelle une voiture. Et même mieux qu'une voiture, il s'agit d'une automobile, c'est-à-dire donc d'une voiture qui est capable en fait de se créer le mouvement elle-même. C'est-à-dire que là, il n'y a plus besoin par exemple d'un cheval ou d'un autre animal pour tirer l'engin. C'est l'engin qui crée sa propre énergie, et cette énergie donc le fait aller vers l'avant. Cette voiture que vous voyez donc en illustration utilise une très très grosse cuve qui se décompose en deux parties. La partie inférieure contient le combustible de charbon, la partie supérieure elle contient la réserve en eau, et à partir du chauffage en très forte température dans cette cuve, l'énergie se diffuse dans l'ensemble de la machine et la fait avancer. Alors évidemment, vous avez pu le constater, l'engin que vous avez sous les yeux est un engin quand même assez rudimentaire, et
Concrètement, des voitures de ce genre, plus exactement des automobiles de ce genre, il ne s'en produira pas beaucoup et il ne s'en vendra pas beaucoup. En fait, l'automobile telle que vous la connaissez, qui fonctionne avec un autre type de moteur, qui est le moteur à explosion, qui fonctionne avec de l'essence, n'apparaîtra qu'à la toute fin du 19e et surtout se généralisera au début du 20e siècle. Les automobiles à vapeur, clairement, ne sont pas assez efficaces, elles ne sont pas assez rentables, elles n'avancent pas très vite et consomment beaucoup d'énergie pour un résultat final qui est quand même assez décevant. Donc dans ces conditions, on va dire que le principe de machine à vapeur va plutôt s'appliquer dans d'autres domaines, et là je vais en citer trois principalement. D'abord, la machine à vapeur permet de faire tourner les usines qui commencent à se développer à cette époque. Les usines qui elles-mêmes utilisent des machines sur son propre site. Ces machines, il faut les faire s'actionner, et le principe d'énergie à vapeur permet donc de mettre en mouvement ces usines. Les deux autres applications principales de cette machine à vapeur, c'est donc dans les moyens de transport et de locomotion. Je vais en citer deux principalement. Il y a d'abord les bateaux qui fonctionnent donc le cas échéant donc à la vapeur, ce qui permet d'effectuer des traversées de manière beaucoup plus rapide. Surtout, l'autre application majeure en termes de moyens de locomotion, ce sera le train à vapeur, qui lui va vraiment introduire une vraie révolution dans la vie quotidienne des gens, parce qu'il permet de réduire considérablement l'espace-temps. Et pour donner un simple exemple, c'est notamment le train à vapeur qui va permettre la conquête du territoire des États-Unis, territoire qu'il fallait traverser en temps normal en charrette, par exemple, ce qui représentait un voyage d'environ 6 mois, qu'on peut réduire à une semaine grâce au train à vapeur qui dépasse allègrement la vitesse de 100 km/h. Je vais refermer cette première vidéo tout de suite et je vais enchaîner sur deux autres vidéos pour bien décomposer les différentes parties de ce cours.